Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, sa voix se fait rare depuis la fin de la campagne présidentielle. Bello Bouba Maïgari, pourtant poids lourd politique et candidat au dernier scrutin, s'enfonce dans un silence qui intrigue. Alors que la quasi-totalité des candidats ont dénoncé publiquement les irrégularités du processus électoral, l'ancien ministre reste étonnamment en retrait. Un mutisme qui nourrit les spéculations et pousse plusieurs analystes à s'interroger sur les pressions, calculs ou négociations en cours. Et le pouvoir resserre son étau sur l'économie nationale. En rachetant les parts d'Artis à Eneyo, l'État camerounais vient de s'octroyer un contrôle total sur le secteur électrique, une opération présentée comme salvatrice, mais que des analystes qualifient de manœuvre politique risquée. Ils craignent une nouvelle spirale de mauvaise gestion, de contre-performances et l'aggravation des coupures de l'énergie électrique pour des populations déjà épuisées. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Affaire Martinez-Zogo, les avocats du défunt dénoncent une audience à la cour d'appel du centre. L'audience consacrée à l'appel de certains inculpés a donné lieu à une réaction musclée des avocats des ayants droit de Martinez. À l'issue des débats, l'affaire a été renvoyée au mois prochain. Le compte-rendu de Joël Essengue et Guy Zogo. L'affaire a fait grand bruit pour faire finalement pchit. Les appelants pour une remise en liberté dans l'affaire Martinez-Zogo n'ont pas eu de suite favorable devant la cour d'appel du centre. Tout a commencé ce matin. Les avocats des ayants droit de Martinez-Zogo, maître Félicité Esther Zefman, Calvin Job et Joseph Kemoué, ont crié haro sur l'audience consacrée à l'appel pour leur remise en liberté devant la cour d'appel du centre de certains inculpés de l'affaire Martinez-Zogo. Ces appelants, en l'occurrence, Jean-Pierre Amougou-Belinga, Martin Savom, Yves Sewang, Guy-Serge Eudji et Martial Théodore Zormeping sollicitaient leur remise en liberté suite au jugement avant dire droit du tribunal militaire qui avait rejeté cette demande en septembre dernier. Dans une correspondance au ton ferme, les avocats des ayants droit de Martinez-Zogo dénonçaient le fait de n'avoir pas été notifiés de cette audience en violation flagrante des dispositions du code pénal camerounais. Au-delà, ils expliquaient aussi que, conformément encore au code de procédure pénale, à son article 224 alinéa 2, que les personnes passibles d'une peine d'emprisonnement à vie ou à une condamnation à mort ne peuvent bénéficier d'une décision de remise en liberté. Après quelques heures de débat, la cour d'appel du centre a renvoyé la cause pour le 18 décembre prochain, tandis que le tribunal militaire poursuivra ses audiences dans ce procès lundi et mardi prochain. Et dans un communiqué choc rendu public le 17 novembre dernier, le collectif Défense citoyenne Cameroun, qui fédère 149 avocats dans cette région, dresse un bilan provisoire alarmant de la crise post-électorale née du scrutin du 12 octobre dernier. Le collectif fait état d'environ 2500 arrestations, dont plus de 1900 personnes encore en détention, parmi elles des mineurs âgés de 14 à 18 ans. Les avocats rapportent également 39 décès recensés dans plusieurs villes du pays. Une situation que le collectif qualifie de grave et qui, selon lui, exige des réponses immédiates. Emos Fongo, Claudia Issia. Selon le collectif Défense citoyenne Cameroun, qui regroupe 149 avocats mobilisés à travers cette région du Cameroun, environ 2500 personnes ont été arrêtées, dont plus de 1900 toujours détenus, parmi lesquels des mineurs de 14 à 18 ans depuis le 12 octobre dernier. Le littoral arrive en tête avec 640 interpellations, dont 383 détenus à la prison de PK19 sans accès aux avocats. Suivent l'Est, 373 détenus, l'Ouest, 397 gardes à vue, l'extrême nord, 191 arrestations, dont 12 mineurs, et les régions du centre et du sud, où plus de 300 personnes ont été arrêtées.
Le collectif dénonce des détentions non notifiées, des prolongations illégales ainsi que des entraves répétées au travail des avocats. Il confirme également 39 décès par balle recensés dans plusieurs régions, un chiffre encore provisoire. Sur le terrain, les avocats évoquent des refus d'accès aux lieux de détention, notamment à la prison de PK19, des mauvais traitements, l'absence de soins des blessés et des familles tenues dans l'ignorance. Face à ces dérives, le collectif Défense citoyenne Cameroun appelle les autorités à ouvrir immédiatement l'accès aux avocats, à mettre fin aux détentions arbitraires et à respecter les engagements constitutionnels. Il exhorte enfin les citoyens, partenaires et organisations à soutenir l'assistance juridique, à renforcer la vigilance et à protéger les personnes interpellées. C'est une question qui taraude l'esprit de plusieurs Camerounais. Où est passé Bello Bouba Maïgari? Sa voix se fait rare et ce depuis la fin de la campagne électorale présidentielle. Bello Bouba Maïgari, poids politique et candidat au scrutin dernier, garde un silence assourdissant alors que tous les autres candidats à cette élection ont contesté ou dénoncé les irrégularités du processus électoral. Un silence qui interroge selon des analystes. Lionel Kamkoum et Jean-Paul Mboyo. La dernière prise de parole publique remonte au 10 octobre dernier. Ce jour-là, l'ancien ministre d'État Bello Bouba Maïgari, figure politique majeure du Grand Nord et candidat à cette élection présidentielle. Pour sa clôture de meeting de campagne électorale à Garoua, insiste sur l'extrême vigilance des électeurs le jour du scrutin. Plus d'un mois après, se sont enchaînés contentieux post-électoral, proclamation des résultats, prestation de serment du président Paul Biya et crise de post-électorale meurtrière. Autant de faits majeurs qui ont donné voix aux acteurs politiques de tous bords, mais surtout aux différents candidats de s'exprimer, à l'exception de Bello Bouba Maïgari. Un silence trop pesant pour l'homme politique de ce calibre, mais qui, à en croire l'analyste, s'explique depuis le flou entretenu par l'homme politique au moment de l'annonce de sa candidature. Vous dites que vous êtes opposant du président Biya et vous allez battre campagne avec dans vos rangs un ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement. Vous allez battre campagne également avec le sénateur nommé M. Pierre Flamboum-Gayab. Tout cela crée une sorte de dichotomie dans l'opinion et on ne voit pas très clair quel est votre positionnement vis-à-vis du régime que vous prétendez combattre, ne serait-ce que le temps d'une campagne électorale. Donc, d'un autre côté, ce silence vient légitimer, voire renforcer sa désillusion totale dans les urnes au profit de Issa Chiroma Bakari, son challenger du Grand Nord, estime l'analyste. On avait souhaité qu'il y ait une union des candidats du Grand Nord, mais les échos ont fait que les deux se sont finalement présentés, mais sur le terrain politique, Issa Chiroma Bakari a très largement supplanté Bello Bouba Maïgari. Toujours selon nos analystes, cette stratégie du silence du dirigeant de l'UNDP, longtemps réduit à être allié du président Paul Biya, est un choix intentionnel pour atteindre un objectif précis. Parlons économie à présent. La renationalisation des NEO actée à hauteur de 78 milliards de francs CFA. Les documents y afférents viennent d'être signés à Yaoundé entre le gouvernement et le fonds britannique Actis. Selon le ministre des Finances, cette prise de contrôle par l'État du Cameroun ouvre une nouvelle page dans la gouvernance des NEO, secouée par un surendettement sans précédent. Les précisions de Rodingassi, Marcelin Garçon. C'est officiel. L'État camerounais contrôle désormais 95% du capital des NEO. La signature officielle du rachat des 51%, détenu jusqu'ici par le fonds britannique Actis, marque un nouveau départ pour cette entreprise. Après cette signature, naturellement, il y a quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois de transition, parce qu'il faut bien arriver à payer, il faut remplir toutes les conditionnalités qui sont assises à cette signature. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette signature consacre la reprise du contrôle de la société. Le montant de la transaction est fixé à environ 78 milliards de francs CFA. C'est le fruit de 2 années d'âpres négociations entre les différentes parties. Aujourd'hui, nous tournons une page avec sérénité.
et nous en ouvrons une autre. Avec ambition, ensemble, nous voulons consolider les acquis et bâtir la nouvelle ENEO avec confiance, responsabilité et détermination. Cette opération financière que nous venons de finaliser ne modifie en rien votre statut, vos droits, votre rôle au sein de l'entreprise. Cette recomposition de l'actionnariat devra entraîner un changement profond, notamment dans la gouvernance de l'entreprise, désormais placée sous le contrôle des pouvoirs publics. Ce changement, cette évolution et cette impulsion doit effectivement conduire à ce que ENEO puisse accompagner le Cameroun dans cette amélioration de la qualité de service et dans cette souveraineté énergétique. Je pense que c'est une opportunité pour l'entreprise de pouvoir poursuivre sa transformation et exceller dans le domaine de l'électricité, mais c'est également pour les hommes et les femmes d'ENEO une opportunité pour prouver leur savoir-faire, pour prouver leur mobilisation, démontrer une fois de plus le professionnalisme qui est le leur dans leurs activités quotidiennes. Cette prise de contrôle par l'État du Cameroun intervient dans un contexte particulier, marqué par un surendettement d'ENEO qui affichait en fin 2024 pas moins de 800 milliards de dettes, dont 500 milliards dus à ses fournisseurs et environ 80 milliards correspondant à des créances non recouvrées. Et à la suite de ce reportage, rappelons que l'État renforce sa présence au sein des entreprises publiques au Cameroun. Pour le gouvernement, le rachat des parts du Britannique Actis à ENEO vise à placer le Cameroun en capacité d'améliorer la qualité du service offert aux populations dans le secteur de l'énergie électrique. Mais des analystes sont sceptiques au regard des contre-performances des entreprises du secteur public. Les explications de Théophile Tchunke, Donald Briskamga. Cette semaine, c'est le chantier naval et industriel du Cameroun qui a rappelé la qualité du management des entreprises par l'État du Cameroun depuis une vingtaine d'années. Compagnie publique connue pour avoir enfloué les caisses de l'État par des performances inédites dans son secteur, la réparation navale, le chantier naval n'est aujourd'hui une entreprise que de nom. Cette dégringolade s'est progressivement généralisée dans les entreprises du portefeuille de l'État. L'une des sources du mal, le choix des directeurs généraux. Le top management de ces entreprises se fait généralement sur la discrétion, c'est de façon discrétionnaire. On ne sait pas quels sont les critères à partir desquels on recrute le top management, en commençant par le directeur général et les autres personnes de l'exécutif. Ensuite, il faudrait savoir qu'en général, ces entreprises ont un sureffectif. En termes de personnel, généralement on recrute les neveux, les nièces, les enfants des membres du gouvernement, et ainsi de suite. Une étude publiée par le professeur Viviane Ondwa-Biolay révèle que près de 70% des présidents de conseil d'administration des entreprises publiques au Cameroun sont de hauts cadres du RDPC, le parti au pouvoir, et que ces derniers sont contre-performants pour la plupart, pour les cas où ils jouent leur rôle de contrôle. Des PCA et des directeurs généraux qui cumulent pour certains 20 ans à leur fonction en violation de la loi, celle de décembre 1999 sur les entreprises publiques, modifiée en 2017 et qui fixe la durée du mandat des directeurs généraux et leurs adjoints à 9 ans maximum, 6 ans pour les PCA. Le directeur général ou la directrice générale d'une entreprise publique a ses propres entreprises pour les différents marchés. Généralement, les services traiteurs et tout ce genre de services annexes, entretien, maintenance, sont faits par leurs propres entreprises, souvent sous des prête-noms. Dans un environnement fait de pratiques douteuses et de clientélisme, pas surprenant que la plupart des entreprises publiques traînent des dettes colossales. Dans un rapport publié en 2022, le Fonds monétaire international estimait que le Cameroun n'a pas d'objectif de performance dans la gestion de ses entreprises publiques et que celles-ci menaçaient l'équilibre budgétaire du pays. Et toujours en économie, Afriland First Bank poursuit son expansion en Afrique de l'Ouest. Son fondateur, Paul Fokam Kamonier, a été reçu en audience par le président togolais Faure Gnassingbé. Leurs discussions ont porté sur les opportunités d'investissement et les partenariats stratégiques pour le développement du Togo, marquant une nouvelle étape pour cette institution financière. Innocent Bega, Ulrich Konomala. Le président du Conseil togolais, son Excellence Faure Gnassingbé, a récemment accordé une audience au fondateur d'Afriland First Bank, accompagné du docteur Guy Laurent Fondio, président du développement du groupe. C'était hommage du Forum africain sur le commerce et l'investissement. En réalité, c'était une petite visite de courtoisie quand on s'est retrouvé ici pour renouer notre fraternité. C'était l'essentiel et pour
je dois revenir surtout au Togo pour qu'on discute des opportunités éventuelles et ce qu'on pourra apporter pour le développement harmonieux du Togo. Les échanges entre les deux personnalités seront alors portés sur les opportunités d'investissement au Togo dans la perspective de renforcer la coopération économique, promouvoir le développement harmonieux et durable. Je crois que dans tout le domaine, on peut faire quelque chose puisqu'on peut apporter aussi d'autres partenaires pour intervenir dans le domaine en fonction de la vision du chef de l'État, de ce que veut la population, de ce qui est possible pour servir la population et globalement de ce qui est de l'intérêt national. Avec cette rencontre empreinte d'ambition économique et diplomatique, Afriland vient davantage renforcer sa présence et sa participation au développement de l'Afrique de l'Ouest. Fondée en 1987 au Cameroun, Afriland First Bank s'impose comme le plus grand service financier en Afrique centrale et au-delà. Le groupe est présent dans une dizaine de pays sur le continent africain. Ce 20 novembre est Journée mondiale de l'enfance, une occasion de mettre en lumière les droits et besoins des plus jeunes. À cet effet, notre équipe s'est rendue dans un établissement de la place. Objectif, comprendre comment les enfants perçoivent leurs droits et comment l'école et les familles contribuent ou parfois freinent leur mise en application. Cédric Chouna, Estengondi. Ma journée, mon droit, c'est le thème retenu cette année 2025 dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance. Pour l'occasion, nous nous sommes rendus dans une école de la place. Nous sommes à l'école publique d'Aqua. Ici, les enfants se sont montrés particulièrement conscients de leurs droits. L'enfant a droit à la nutrition, l'enfant a droit à la santé, l'enfant a droit à la famille, l'enfant a droit à la protection à une famille. Tout joyeux et reconnaissants envers leurs parents, ils n'ont tout de même pas tardé à exprimer leurs attentes vis-à-vis de ceux-ci. J'aimerais que ma mère et mon père soient toujours à mes côtés pendant ma réussite. M'aider à l'éducation, passer l'école. Je voudrais que mon père et ma mère travaillent encore plus pour que moi aussi, quand je serai grand, moi aussi, je travaille pour eux. Du côté du corps enseignant, la sensibilisation aux droits de l'enfant est déjà bien intégrée. Voilà, c'est-à-dire on part derrière la maison, on creuse un grand... Il y a une leçon qui parle des droits et devoirs de l'enfant. C'est le titre même de la leçon. On leur explique que s'il y a le droit, l'enfant a droit à une famille. Et pour parler de la famille, il faut expliquer la notion d'acte de naissance, la notion de nom. Toutefois, les enseignants soulèvent les défis liés dans l'application quotidienne de ces droits, notamment dans le droit à l'éducation, au manque de repos, qui sont pourtant des droits essentiels. Dans l'application, il y a des parents qui demandent qu'on punisse pas leurs enfants, par exemple, quand ils n'ont pas respecté certains devoirs. J'ai mis sur pied un forum où je dialogue beaucoup avec les parents. Par exemple, quand un enfant vient à l'école et il somnole, j'interpelle le parent, je lui dis, mais tiens, voilà un enfant, voilà votre enfant qui dort beaucoup en classe, qu'est-ce qui se passe à la maison? Et le parent essaie de lui dire remédier. Et ce sont ces voix, celles des enfants et de ceux qui les accompagnent chaque jour, qui rappellent avec force que garantir ces droits demeure une responsabilité partagée. 24e édition de la Journée mondiale de la philosophie, les spécialistes de la SOFIA passent au scanner l'intelligence artificielle. Cet événement célébré chaque année met en valeur l'importance de la philosophie dans le développement de la pensée et de la société. Théophile Tchunke, Laure Maniero. Au lycée de Neubel, dans l'arrondissement de Douala-Premier, la pensée philosophique à l'épreuve des mutations contemporaines et numériques dans l'intelligence artificielle. Pour la 24e journée mondiale de la philosophie, la délégation du ministère des enseignements, élèves et enseignants se sont interrogés sur l'avenir de la pensée humaine face aux nouvelles technologies. Cette journée rappelle que penser reste un acte profondément humain et l'intelligence artificielle un outil à utiliser avec discernement. C'est une interpellation par rapport à l'usage des outils de l'intelligence artificielle. C'est qu'ils ne prennent pas l'intelligence artificielle comme une panacée, mais comme un palliatif. Au-delà d'une célébration, son objectif majeur est d'enseigner et plus important encore, savoir faire la part des choses. L'impact de la philosophie commence par l'esprit critique. Parce que questionner
Ça veut dire qu'on n'embrasse pas les outils de l'intelligence artificielle aveuglement. On jette d'abord le doute pour savoir si on est dans la bonne option. Parce que maintenant, par exemple, tu vas aller, tu vas avoir des téléphones Android, tout ça. Tu ne vas plus voir quelqu'un avec un livre ou un bouquin pour essayer de se rafraîchir la mémoire ou bien essayer de se cultiver. Donc, déjà, la relation entre l'intelligence artificielle et la philosophie, c'est que les deux sont là pour amener un développement, un changement dans la vie des humains. La philosophie est là pour nous aider à penser d'une manière bonne et nous aider aussi dans nos différents problèmes sociaux. La créativité et les innovations autour de la valeur culturelle et académique ont permis aux élèves de mettre en valeur le savoir-faire. It connects them to the world, making them efficient and impactful. With it, students discover questions and phrase his or herself. Learning is personalized. Access to information is quick and inclusion is possible. But beware of the trap of ease. Copying without thinking, cheating without calculating. AI is not my mistress. Pour l'édition 2026, rendez-vous au lycée bilingue du génie militaire. Fin de la première partie de ce journal, la seconde consacrée au grand reportage, c'est à suivre dans un instant. Et dans notre série consacrée au grand reportage, ce soir, nous vous amenons à Yokadouma. Le chef-lieu du département de la Bumba et Ngoko à l'est constitue un véritable calvaire pour le déplacement des citoyens. Là-bas, une seule agence de transport avec les véhicules d'une autre époque assure le transport. Ceux qui y vivent disent avoir été oubliés par les pouvoirs publics. Joseph Benabena. C'est l'embarquement ici à Yokadouma à destination de Bertoua. Un parcours de 275 km dans l'est du Cameroun. En dehors des petits véhicules dont le transport est pratiquement doublé, voici l'unique agence à Yokadouma. Ça, c'est l'agence des oubliés. Le genre de cassi n'existe plus nulle part. À Dakar, le cassi existe seulement pour filmer. Les gars dessinent sur ça. Les gars passent le temps à faire l'art plastique avec. Mais ici à Yokadouma, c'est encore le transport public. Et peut-être il y a les bus au pays. On dit que nous sommes en voie de développement, mais on ne voit pas le développement là ici à Yokadouma. Le Saviem, je peux dire que le Saviem, c'est une marque à part. Bon, parce que c'est adapté dans des difficultés. Ça, c'est une marque à part par rapport aux autres véhicules. Si c'était les autres véhicules, là, les moteurs devaient couler. Notre pilote de ligne, avant de prendre le douloureux parcours pour une durée de 10 heures d'horloge, se rassure que les fonds et autres droits ont été très bien collectés. Il est pleinement conscient des tracasseries de son voyage. 10 heures du temps, le temps de la route et les tracasseries policières. Alors, il faut qu'on parle de ça. Ça nous dérange trop ici à l'est, surtout dans la Bumba et Ngokola. Trop de difficultés, l'état de la route, aussi le trop de contrôle qui nous menace en route là. On fait des arrêts de nos passagers de temps en temps et les transports clandestins sont libres. Et ils sont là pour exercer leurs travaux comme ils veulent. Mais nous sommes menacés. Avant, quand le gouvernement travaillait la route de Mulundu-Yokadouma, si c'est trop, c'est 6 heures du temps que les Saviens faisaient. Mais maintenant, c'est pratiquement 2 à 3 jours, voire même une semaine même. 228 km, les passagers payent 6 000 francs le transport. Parce que la route est mauvaise. Yokadouma-Bertoua aussi, c'est une route aussi un peu mauvaise aussi. Elle n'est pas fluide quand même, comme les autres routes, comme Bertoua-Batouri. Donc ça aussi des problèmes. Trop de problèmes même là-bas aussi. Quand des fois il y a des cassures, ça nous casse les lames, ça.
beaucoup de dégâts même, ça détruit même aussi les voitures entre la route de Bertoua et Okadouma. Ces véhicules de marque Saviem de la génération passée ont besoin d'adaptations particulières pour faire face à l'enclavement de cette région de l'Est. C'est les pièces même, on adapte les pièces de certains camions qu'on met déjà là. Comme la chaîne de fabrication de ces véhicules, il n'y a plus. Donc c'est comme ça qu'on essaie un peu. On a des mécaniciens qui cherchent à adapter ça. Par exemple, je peux vous montrer ça là. C'est pour une Mercedes qu'on a mis, le pont d'une Mercedes qu'on a mis là. Je vois, c'est pour cela que ça supporte souvent certaines tracasseries de la route. Mais le pont réellement de la Saviem, on ne peut pas chercher à envoyer ça en brousse là parce que ça ne peut pas arriver. Au regard du réseau routier du département de la Bumba-Ngoko, dont le chef-lieu est Yokadouma, ces populations qui vivent dans la misère se disent abandonnées des pouvoirs publics et ne bénéficient pas équitablement de la redistribution des ressources nationales, malgré la richesse de leur sol et de leur sous-sol. Tous leurs mouvements de revendication et d'indignation ont généralement été ignorés par les pouvoirs publics. Pourtant, ils aspirent à un mieux-être. Nous aussi, on veut voyager comme les autres, on voyage propre. On voyage propre. Dès qu'on arrive, on nous reconnaît, nous qui sortons de la Bumba-Ngoko. Dès qu'on arrive à Bertoua, on connaît que non, voilà les gens de la Bumba-Ngoko. Parce qu'on arrive sale. On veut que les autorités ne doivent pas nous oublier. Comme le chef d'État avait promis qu'il devait goudronner la route là, ça doit être exact. On ne doit pas attendre plus de 15 ans à 20 ans encore pour venir nous dire qu'on va encore regoudronner la route. Donc on veut le goudron qu'il a promis là, qui nous met le goudron là. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Dans cet état d'isolement et de misère routière, les chefs traditionnels venus faire allégeance au nouveau préfet de la Bumba-Ngoko lui rassurent de leur soutien pour le développement local. Hors de nos frontières au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye tente d'apaiser les tensions avec son premier ministre Ousmane Sonko après des désaccords sur la gestion du pays. Et le président français a entamé une visite africaine ce jeudi à l'île Maurice. Emmanuel Macron se rendra ensuite en Afrique du Sud, au Gabon et en Angola. Objectif, renforcer les liens avec l'Afrique. Et enfin au Nigeria, des hommes armés ont ouvert le feu dans une église, faisant au moins 2 morts lors d'une messe retransmise en direct. Esther Manuel annonce une monture internationale. Le 18 novembre, une attaque armée a frappé une église au Nigeria, faisant 2 morts et 1 blessé selon les autorités locales. L'incident survenu pendant une messe a été capté par une caméra de surveillance de l'église. On y voit une vingtaine de fidèles, dont des enfants, interrompre brutalement leur prière sous l'effet des détonations provenant de l'extérieur de l'édifice. Cette tragédie survient dans un contexte tendu où le président américain Donald Trump menace d'une intervention militaire au Nigeria, citant des accusations de massacre de chrétiens dans le pays. Cette position est soutenue par des élus conservateurs et des associations de défense des chrétiens, bien que le gouvernement nigérian refute ces allégations. Emmanuel Macron a lancé ce jeudi une tournée de 5 jours en Afrique. Cette visite marque une nouvelle étape dans ses efforts pour renforcer les liens entre la France et l'Afrique, dans un contexte de recul de l'influence française sur le continent. Entamé à l'île Maurice, ce voyage intervient dans un climat particulièrement sensible, après le coup d'État à Madagascar, pays voisin qui a ravivé les tensions. Après l'île Maurice, le président français se rendra en Afrique du Sud, où se tiendra le sommet du G20 ce week-end, avant de poursuivre sa visite au Gabon où il rencontrera le
nouveau président Brice Clotaire Oligui Nguema, 2 ans après le coup d'État qui a renversé la famille Bongo. Il conclura sa tournée en Angola où il participera à un sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Cette mission marque son 2e déplacement en Afrique cette année après sa visite de mars 2023. Au Sénégal, après quelques jours de repos, le Premier ministre Ousmane Sonko a repris ses fonctions et participé au Conseil des ministres du mercredi 19 novembre dernier. Ce retour au travail a été marqué par une rencontre la veille au palais présidentiel entre Bassirou Diomaye Faye et des membres du bureau politique du PASTEF, le parti au pouvoir. Profitant de l'occasion pour s'exprimer sur la crise politique actuelle, le président a opté pour des propos apaisants et a mis fin aux spéculations concernant une éventuelle rupture avec son Premier ministre. Bien que la rencontre n'ait donné lieu à aucun communiqué officiel, plusieurs déclarations du chef de l'État ont cependant été relayées par la presse, dans lesquelles il a insisté sur la solidité de sa relation avec Ousmane Sonko. Fin de cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Nous vous laissons en compagnie de Serge Alain Autour et ses invités pour la 2e partie d'Equinox Soir. Bonsoir Serge. Bonsoir Julien Berthe Bissaï. Crise post-électorale au Cameroun, des organisations de la société civile s'intéressent au bilan humain. 2500 arrestations, dont plus de 1900 personnes encore en détention et parmi elles des mineurs. 39 décès enregistrés dans plusieurs villes du pays. C'est le bilan provisoire alarmant de la crise post-électorale née du scrutin du 12 octobre dernier, établi par le collectif Défense citoyenne Cameroun. Ce collectif qui fédère 149 avocats dans 7 régions du pays qualifie de grave cette situation, Serge Alain-Outou, et exige des explications. Serge Alain. Voilà, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, 2e partie. Bonne soirée à vous. Julien Berthe Bissaï. Très bonne soirée à vous, Serge. Rendez-vous demain. 20h. La suite, c'est en plateau en compagnie de nos invités. Il est là, Raoul Lemopi, Emmanuel Dioum, Sylvain Minka et bien évidemment Maître Achille Lejo. Maître Achille Lejo, pour une élection présidentielle, est-ce qu'on devrait s'attendre à un tel bilan, autant de morts? Pourquoi? Serge Alain, il faut dire que, pardon, pour une élection, qu'elle soit présidentielle, qu'elle soit locale, lorsque les règles ne sont pas clairement établies, on peut arriver à des crises post-électorales avec des conséquences dramatiques extrêmement fâcheuses. On ne comprend pas comment est-ce que on arrive à ces chiffres. Si nous prenons le cas du tout récent scrutin présidentiel, on se rend tout simplement compte que les résultats tels que proclamés par l'organe suprême, ces résultats sont contestés par d'autres personnes, par d'autres partis, notamment le SDF qui, en son temps, avait pris une note pour dire « nous prenons acte de ces résultats », sauf que c'est un scrutin qui a été émaillé de beaucoup d'irrégularités. Alors, la crise pourrait également se justifier par le fait que depuis le départ, les règles sont viciées. L'élimination injustifiée de certains candidats, les jurisprudences du Conseil constitutionnel qui ne sont pas respectées. Je prends le cas de M. Zipon. Il est, suivant la jurisprudence de cette auguste juridiction, il est impossible d'épiloguer, d'entrer dans les querelles internes des partis politiques. Mais on a vu que pour ce cas, le MP, cette juridiction a violé sa propre jurisprudence et est entré fourrer ce qui se passait dans ce parti pour mettre de côté certains candidats. Ça frustre et c'est des éléments avant-coureurs d'une crise post-électorale. Et justement avec ce système qui en réalité ne permet pas que un vaincu puisse appeler le vainqueur et lui dire « Je vous félicite, bon vent pour votre septennat, pour votre magistère ». Tout ça, c'est parce que le système, il est vicié, nous l'avons dit. Il est vicié. On peut arriver même à des bilans plus que cela. Vous pouvez faire le parallèle avec la crise
post-électorale en Côte d'Ivoire. Et vous comprendrez qu'au Cameroun, si cette ONG que je respecte parle de 2500 arrestations, 39 décès, avec ce que moi-même j'ai constaté, ce serait pas loin de cela. Donc, que le gouvernement de la République sache qu'il a une responsabilité, celle de dire exactement ce qui s'est passé, de nous donner les chiffres. Comme pas des arrestations, ça veut dire qu'il y a les éléments factuels qui peuvent amener cette ONG à dire, ce collectif, autant pour moi, à dire, dans cette unité, il y a tel nombre de personnes, dans cette autre unité, il y a tel autre nombre de personnes qui sont en détention. Donc, vivement, nous l'avons dit, si le président de la République a tendu la main lors de son discours inaugural, nous continuons de dire qu'il est de bon ton qu'on fasse table rase sur les manifestants qui ont été arrêtés dans le cadre des marches pacifiques, et pour ce qui est des casseurs, si effectivement ils ont été identifiés comme tels, qu'on les relaxe également si et seulement si la victime s'est désistée. Ça a été le cas de Congelcam qui a dit, si ce n'est que pour que je salue en passant le sénateur Ngouchingue Sylvestre, PDG Congelcam, alors je dis, pour reprendre ses propos, il a précisé, si ce n'est que pour mes magasins qui ont été cassés, il faut libérer les enfants. S'ils sont retenus pour un quelconque autre motif, alors c'est plus de sa responsabilité. Voilà nos doléances pour... Voilà, Raoul Mopi, je vous interpelle là parce que dans la typologie des personnes qu'il aimerait voir libérées, il a parlé de ceux qui ont été interpellés lors des manifestations, 26, 27, 28 octobre, et bien après. Mais il faut admettre qu'il y a des gens qui ont été interpellés avant tout ça, y compris votre collègue, Mme Ticho, trésorière du Manidem, le professeur Abaoyono également, Aloïs Parfumvoum, Michel Canet du Kamtchameni. Alors je vais commencer par faire rappeler que ce qui se passe au Cameroun est simplement le propre des régimes éternitaires ou bien des régimes qui tendent à s'éterniser. Et dans ce genre de régime, la démocratie est simplement un paravent. Parce que la démocratie, pour nous qui avons fait un peu de philosophie et de sciences politiques, a ses universaux, au nombre desquels le fair play politique. La présidence de la République, tout comme le pouvoir, n'est pas la chasse gardée d'un groupe d'individus ou bien de personnes. Parce que dans les démocraties normales, il existe des mécanismes institutionnels d'attribution du pouvoir. Au nombre desquels les élections. Et les élections elles-mêmes ont aussi leurs propres principes, leurs propres processus. Ce que je veux dire, c'est que si les États tropicalisés ou bien ce qui en tient les États insolites ont la ferme conviction de ce que la démocratie ne sied pas à leur pratique au quotidien, que ces États choisissent un autre mode, n'est-ce pas, d'attribution de pouvoir, peut-être un mode clanique, où on va, n'est-ce pas, s'appuyer sur la lignée, le sang, les copineries ou les coquineries, comme étant des éléments structurels, n'est-ce pas, de confiscation ou bien de manifestation du pouvoir. Je peux dire cela avec beaucoup de gravité parce que lorsque le camarade Roland Assois est arrêté chez lui, nous venons d'achever une conversation qui avait duré à peine, je pense, entre 40 et 45 minutes, au cours de laquelle on essayait de mettre sur pied des stratégies pour entrer en contact avec Florent Ticho qui venait d'être arrêté. Je faisais comprendre à Roland qu'il faudrait avancer un peu masqué parce que dans les... Remopi, une minute. Oui. Vous parlez de votre collègue Assois. Oui. Vous discutez avec lui. Qu'est-ce qui lui était reproché concrètement? Qu'un enseignant soit pris dans ce tourbillon-là, en ce moment-là. Qu'est-ce qu'on reprochait à votre collègue Assois? Il faut dire que dans ces arrestations en cascade,
personne ne comprenait exactement ce qu'il en était. C'est-à-dire qu'on apprend seulement via les réseaux sociaux qu'on vient de capturer la camarade de Florence. Quelques instants après que j'échange avec Roland, je crois vers 2 heures, c'est un ami très proche qui m'appelle et me dit on vient d'arrêter Roland. Quelques jours après, on vient d'arrêter tous ces Jackson. Je peux vous assurer que les camarades ont eu beaucoup de la peine à retrouver le camarade Roland. Parce que personne ne savait où est-ce qu'on était allé avec Roland. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a tout un blackout sur les raisons de son arrestation, il ne peut, n'est-ce pas, transpirer, et son lieu de détention, il ne peut transpirer que quelques supputations. On a pensé à tout. On s'est peut-être demandé, est-ce qu'on aurait retrouvé chez lui, comme on a pris ailleurs, des munitions, peut-être des hélicoptères dans son garage, les armes de guerre. Bon, nous avons pensé à tellement de choses parce que s'il y a dans les rangs du SNES, et même dans son entièreté, le correct, des personnes qui croient à l'action syndicale, je peux dire que le camarade Roland fait partie des porte-étendards de ces personnes. Et si vous avez eu à l'interroger sur vos plateaux, parfois en direct, parfois via, n'est-ce pas, la communication téléphonique, vous avez toujours eu, n'est-ce pas, la sensation d'avoir en face de vous un enseignant, n'est-ce pas, militant, qui est très lucide, qui est très conscient des enjeux, qui encadre certaines activités que nous menons, quelqu'un qui est épris de justice et de paix, qui est kidnappé comme un vulgaire voyou. On s'est quand même dit, à ce niveau-là, on a touché le fond. Et je peux vous assurer, j'ai été particulièrement satisfait, n'est-ce pas, de sa sortie, mais beaucoup plus du communiqué qu'il a rendu public immédiatement qu'il soit sorti. Parce que ce communiqué a suffisamment renseigné sur ses conditions de détention et sur des motifs, qu'on peut dire, les motifs supposés qui auraient motivé l'arrestation de notre camarade. Voici ce que le camarade nous dit. Le camarade nous dit dans cette sortie-là que tout a été fouillé dans sa vie, c'est-à-dire que dans les téléphones, à la maison, on a fouillé dans son lieu de service, on a remonté les communications qu'il a eues à rendre publiques parce qu'on voulait établir une sorte de corrélation avec les actions, n'est-ce pas, des acteurs politiques au sens partisan. Et regardez, comprenez bien ma gêne. Ma gêne, c'est que on arrête d'abord quelqu'un avant de construire les éléments, entre guillemets, de culpabilité. Et ça dure 27 jours. Je crois que pour ceux qui ont déjà passé une seule journée à la PJ ou bien dans une brigade de gendarmerie au Cameroun, peuvent comprendre la gravité de telles pratiques. Parce que je pense que quand on est dans ce qu'on appelle maintenant une république, la res publica, comme disaient les Grecs, il y a quand même une sorte d'élégance institutionnelle qu'il faut mettre en mouvement. Parce qu'il y a la répercussion sociale, l'image de la République qu'on répercute dans l'inconscient collectif des citoyens qui, au quotidien, n'est-ce pas, scrutent les moindres faits et gestes de la justice. Parce que s'il faut arrêter quelqu'un avant de chercher les éléments à charge pendant 27 jours, je crois quand même que c'est grave. Et si je prends le cas de tous ces Jackson ont été arrêtés. Et il faut noter que tous ces Jackson, c'est l'ancien secrétaire général du CK et membre fondateur du Correct. Lui, il a été arrêté et puis déporté à Bafoussam et puis Yaoundé. Tous ces Jackson ont cassé quoi? Qu'est-ce qu'il a brûlé? On demande à ceux qui l'ont arrêté, dites-nous au juste ce qu'on reproche à ces enseignants. Je vous assure, c'est du blackout. C'est-à-dire, c'est du fabriqué, du ramassis, des mêmes histoires qu'on va raconter. Parce que demain, quand ils vont m'arrêter, ils vont dire qu'ils ont trouvé les missiles chez moi à Dakar. Que les manifestants se ravitaient dans ma maison, les missiles, les chars de guerre, les hélicoptères Apache, tout ce qu'on va raconter. Parce qu'il faut construire l'image, n'est-ce pas, d'un terroriste, parce que c'est justement ça le projet, pour effacer le visage humain qu'ils ont devant eux et nous réduire en des simples bêtes qu'on peut écraser, n'est-ce pas, à volonté. Moi, je dis, c'est des choses quand même très graves. Moi, c'est la première fois que je prends la parole publiquement sur votre antenne pour dénoncer ces travers-là.
Et on dénonce parce qu'on croit à un Cameroun différent. Il ne faut pas qu'on pense que le Cameroun, n'est-ce pas, sur le tour de de quelques individus qui peuvent comme ça d'un tour de main, n'est-ce pas, on dit mettre la main sur le destin des gens, casser les rêves, briser les espoirs, et puis, n'est-ce pas, narguer les autres, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, et puis, n'est-ce pas, sur certaines chaînes de télévision à leur sorte. Ok, merci. Emmanuel Dioum, le bilan, il est très... On n'a jamais vu ça auparavant. Au sortir d'une présidentielle, 92, c'était pas ça, 2018, c'était pas ça. Pourquoi 2025? Pourquoi ce lourd bilan? When the time is against you, no matter how strong you are, you must fall. I think time is against the regime, and once more they have missed the opportunity to reconcile even with God. You see, I am speaking with a heavy heart. You know very well, I had abstained from saying anything in relation to the 12th October. Let me paraphrase the words of Mr. Biya one time. We do not need to carry guns and go into the bushes as maquisards, but we need to remain a Republican. That is President Biya talking to Cameroonians. And it is really unfortunate that the first time I came out to believe in election is the first time Cameroonians have been killed, locked up, arrested for making a choice of their own. In democracy warrants that we should debate, we should talk, we should not kill each other. If we must remain in power, it is more honorable to leave power to save the lives of your citizens than to lose the lives of your citizens to preserve power. It is more honorable to know when to leave the stage before the stage leaves you. And unfortunately, we are saying that it is sad. No Cameroonian was supposed to lose a life. No Cameroonian was supposed to be arrested. The fact that Cameroonians decided to go to the polls for the first time massively was a sign and a signal that they have come of maturity, political maturity. Why is it that on the day of the vote, nobody was beaten, nobody was arrested, nobody was killed? Why is it that it's only after the declaration of the vote that people have been beaten, people have been killed, people have been locked up? And you remember this famous word, the proclamation, the president have been proclaimed by the Constitutional Council. They have selected the word so well, that diction ties. They have never said the president that was elected by Cameroonians. And of course, we are saying that we have one Cameroon. For those who have their double nationalities, I have an impression that they have a plan to destroy Cameroon completely before running. Because in my own spiritual person, I am feeling like they will be running if there is no care taken. Because all these things put together, look, there is a time in life where your level of frustration defeats the fear of death. When you get frustrated, when a people get frustrated to a certain level, they are no longer afraid of death. They believe that, our senior man said here the other day, a corpse has no secret. And so, Cameroonians, you cannot tell us to go to the polls. We go, we respect our institutions. We respected ELECAM. We respected the Constitutional Council. We respected the Ministry of Territorial Administration. We went out, we voted. And we have been arrested because we voted. We have been arrested because we made a choice. I think you and I has no power over the situation, but I give it to nature. Nature will fight them. Ok. Voilà, Sylvain Minka, pourquoi ce lourd bilan au sortir d'une présidentielle? C'est inédit. Bon, peut-être nous n'avons pas les statistiques des autres crises, en 92. C'est vrai que nous la vivions encore. Il n'y avait plus que ça. Et Mathieu, mais bon, parlant de bilan, nous serons un peu nous appesantis dessus puisque nous n'avons pas les vrais chiffres. Mais je crois que... Vous avez d'autres chiffres? Je crois qu'on peut réaliser ce bilan que, à mon avis, je ne prêterai pas votre épithète de l'autre. Moi, je dirais tout simplement, c'est vrai que nous avons observé des dégâts, vu de part et d'autre, et certains décès. Au niveau même des dégâts, certains décès qui sont les collatéraux. Pas lourd. Je vous dis encore que le bilan officiel fait état d'une trentaine de morts.
Et quant aux arrestations, je ne peux pas me prononcer dessus, puisqu'on parle de 2500 dans tout l'étendue du territoire national. Mais je crois qu'à l'heure où nous parlons, le gouvernement est en train de relaxer au fur et à mesure certains manifestants qui n'ont pas des mobiles assez sérieux, et aussi certains mineurs qui étaient dans ces manifestations-là ont été libérés. Je crois que le ministre de l'administration a fait une tournée où il a ordonné la libération de certains jeunes. Mais nous pouvons le comprendre, cette élection a été très courue et très tendue, et nous savons tout ce qui a menace là. Mais les citoyens camerounais se sont prononcés en faveur, la majorité du président de la République, les autres candidats devraient prendre acte de cette élection, mais nous comprendrons que nous sommes dans un pays démocrate où les gens peuvent exprimer leurs droits ou alors leur désarroi, et le gouvernement, dans son rôle régalien, peut que maintenir l'ordre. Et donc, parmi dans ces rôles et dans ces tâches et cette mission régalienne, il peut y avoir moi je mettrais ça dans le cas des bavures, où on pouvait décrire certainement, mais bien que la responsabilité des uns et des autres ne soit pas établie, que c'est les forces de défense, de sécurité qui ont abattu ces personnes, mais on sait qu'il y a eu des manifestations qui ont mené à des morts, et au rang desquels certains civils qui ont trouvé la mort sur le terrain. Donc les responsabilités vont être établies puisque les enquêtes sont en cours, et les responsabilités des uns et des autres seront dégagées, et ceux qui pourront être condamnés le seront, parce que quel que soit, un État ne peut pas fonctionner dans l'anarchie. Le désordre ne peut pas être un leitmotiv ou alors un guide pour une nation. Donc au cours de ces manifestations, l'État devait sévir pour que l'ordre soit rétabli. Maintenant, ce genre d'opération ne peut pas être mené sans dégâts collatéraux. On peut le comprendre. Ce n'est pas au Cameroun, ce n'est pas impropre du Cameroun. Ça existe partout. Il faut libérer. Même dernièrement, quand il y a eu en 2020, oui, aux États-Unis, quand il y a prise du Capitole, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Les manifestants étaient armés. Mais vous comprendrez que... Les manifestants étaient armés. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'ici, il n'y avait pas de manifestations armées? Vous avez vu, ok. Vous confirmez qu'il y avait des manifestants armés aux États-Unis? Ça a été vu. Mais ici, vous n'êtes pas sûr qu'ici, il y avait des manifestants armés. Mais vous dites que ça a été vu. Je ne voudrais pas qu'on rentre dans ce débat, puisque les responsabilités doivent être établies. S'il faut aller loin, on peut mettre très mal à l'aise certains hommes en tenue. Non. Mais comment vous pouvez le dire? Je dis qu'on peut mettre le très mal à l'aise. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on arrêtait les enfants, que vous avez, on met la pick-up, on dit jette dedans, ils jettent dedans. Vous avez vu ça? Ils ont mis ça dans quelle brigade? C'est pourquoi nous disons qu'il faut libérer ces gens-là. Mais c'est en train d'être fait. Ils ont vu ça. Est-ce qu'on va libérer? Est-ce qu'on va libérer parce que vous avez vu ça dans quelle unité? Comme un scellé. Je sais de quoi je parle. Vous avez vu ça dans quelle unité comme un scellé? Donc, continuez à justifier. Moi, je pense qu'il faut qu'on laisse la justice faire son travail. Et le gouvernement est conscient du maintien de l'ordre public et de l'apaisement. Et c'est en train d'être fait. Il ne faudrait pas qu'encore sur des plateaux comme celui-ci, nous continuions à faire dans l'invective et dans le soulèvement. Donc, nous sommes dans une phase d'apaisement et la justice est en train de faire son travail. Il a dit tout à l'heure, sa collègue ou alors son collègue a été libéré. Donc, on ne sait pas combien ont été libérés de par le territoire national aujourd'hui. Ils étaient arrêtés d'abord pourquoi? Ben, quand il y a des ordres, il y a des arrestations. C'est un narratif qui amène l'ordre gouvernant à être souple. C'est comme la souplesse. Ne cherchez pas trop. La souplesse, le gouvernement comment? On va payer les elle vous satisfait. Soyez toujours tentés. C'est le même discours qu'on tenait lorsqu'il y avait la crise du Nozo. Nous sommes toujours dans le cadre de la République. Tenons un narratif dans le sens de la main tendue du président de la République. Mais c'est donc ce qui est en train de se passer. C'est graduel et c'est un processus. On ne va pas mettre tout le monde narratif sans avoir établi les responsabilités. Merci. Les responsables savent quoi faire. Et quand je dis responsabilité, c'est les deux côtés. Les forces de l'ordre qui ont fait des bavures, qui ont seront sanctionnés aussi. Voilà, on est arrivé au terme de ce numéro. Merci, cher monsieur, d'être venu. Voilà, rendez-vous demain, 19h.